Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Un des grands sujets d'inquiétude des investisseurs vient de se dissiper. Je parle évidemment des tensions entre la Chine et les États-Unis, puisqu'on a un premier accord entre les deux nations. Est-ce que finalement cet accord n'écarte pas le risque d'un envenimement du ralentissement chinois et ne risque pas de donner plus d'aise au marché, voire lui redonner encore un supplément d'impulsion en 2020 ? Si le modèle de prévision valable était celui de la prolongation de ce qu'on vient de vivre, probablement. Je dirais on va prendre les points les uns après les autres. Il faut acter le fait que ce premier accord marque quand même 6 mois d'apaisement après 1 an et demi de tension. Donc je dirais on est dans une séquence, en fait, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. À très court terme, ça peut donner un peu d'aise à l'économie chinoise qui reste tout de même sensible à la demande externe. C'est un de ces 2 piliers en fait, de la richesse créée en, fait, en Chine maintenant depuis une vingtaine d'années, bien sûr, ses exportations, mais aussi en fait, sa demande interne à travers une politique d'investissement et de financement en fait, extrêmement élevée. Et donc, je dirais que actons le fait que cette phase d'apaisement, ça donne un tout petit peu de perspective à l'économie chinoise. La question fondamentale, c'est est-ce que c'est susceptible en fait, de l'amener à reconnaître des taux de croissance plus élevés que celles qu'elle connaît maintenant depuis de nombreux trimestres. Et c'est là où on émet un doute. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, la place surestime probablement l'importance ou l'impact des tensions commerciales qui sont arrivées en fait, maintenant depuis 2 ans à l'initiative, bien sûr, de Donald Trump, et n'ont peut-être pas bien analysé ce qui s'est passé maintenant depuis 1 an et demi en Chine. Et ça marque pour nous un tournant majeur. Alors, qu'est-ce qu'aurait raté le marché ? Alors, en gros, ce qui nous surprend depuis maintenant 1 an et demi, c'est qu'il faut avoir en tête que les autorités chinoises ne sont pas restées les bras ballants face finalement à cette tentative de déstabilisation de Donald Trump. On y reviendra tout à l'heure. Ils ont mis le paquet. D'ailleurs, ce n'est pas très surprenant. Hein. Je dirais que, comme d'habitude, à chaque fois que l'activité ralentit en Chine, on est face à un pouvoir entre guillemets autoritaire qui dispose des codes classiques de relance lorsque l'activité ralentit, à savoir des politiques archi-keynésiennes, donc de relance budgétaire, mais aussi, en fait, puisqu'il faut savoir que le système financier là-bas est le bras économique, on va dire, du pouvoir, avec une relance via une politique d'investissement qui est favorisée de par les collectivités et une politique d'endettement, elle aussi, qui est favorisée à travers, en gros, un mécanisme de baisse des réserves obligatoires des banques au niveau chinois et globalement le fait que les autorités incitent à l'investissement. Ils ont fait repartir le crédit. Voilà, donc en gros, toute voile dehors, on va dire, les autorités ont actionné les mêmes leviers que par le passé, mais ce qui nous surprend depuis maintenant 5 trimestres, puisque ça a débuté, on va dire, à la fin d'année 2018, cette volonté de relancer la machine, c'est finalement que le modèle interne et la dynamique interne de la Chine, en dépit des efforts des autorités, finalement, ne s'est pas lu dans l'évolution de l'activité chinoise. Vous voulez dire que tous les efforts consentis ne se sont pas traduits autant qu'ils auraient dû ? Non, en tout cas, par le passé, à chaque fois que les autorités s'étaient mobilisées pour relancer la machine était repartie, mais repartie dans des vraies proportions. Aujourd'hui, rien. Si ce n'est en fait une activité qui s'est stabilisée à des niveaux faibles et qui ne marque pas en fait des signaux d'accélération. Mais certains nous disent que c'est délibéré en fait de la part des autorités, que ce ralentissement est orchestré. Orchestré, on orchestre en fait le ralentissement. On souscrit assez peu à cela et d'ailleurs j'en veux pour preuve, regardez le contenu des réformes qui sont proposées, en tout cas des actions en fait gouvernementales qui sont mises en place depuis. Qu'est-ce que c'est ? De la relance de l'investissement de la part des collectivités incitées par le pouvoir central et quoi ? La baisse des réserves obligatoires des banques qui va servir à quoi ? À augmenter en fait la proportion de dette dont les agents privés en fait peuvent bénéficier pour continuer à investir et à faire fonctionner la machine. C'est exactement le même levier qu'il y a 10 ans. Alors certes, je veux bien entendre qu'il y a une vraie prise de conscience écologique et environnementale depuis maintenant pas mal de temps, qu'ils ont fait d'énormes progrès sur le sujet, donc qui portent leurs fruits, mais en fait, ce n'est pas que ça l'économie chinoise, c'est bien d'autres choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Les mêmes leviers, aujourd'hui, qui ont été actionnés, n'ont plus les mêmes effets. Et ça marque probablement un tournant majeur dans l'évaluation qu'on doit faire du modèle et de la résilience du modèle économique chinois qui a été conçu maintenant depuis 20 ans et qui a un petit peu été modifié maintenant depuis 10 ans. Jusque-là, ils avaient tout loisir de lutter contre les attaques extérieures ou contre la faiblesse de la demande externe en activant des leviers internes. Ce qu'on comprend de l'épisode qu'on vient de vivre, c'est qu'aujourd'hui, les autorités commencent à perdre la main quant à leur capacité à relancer la machine via des politiques keynésiennes classiques. Et ça nous inquiète. Et ça marque probablement une forme de fragilité du modèle économique chinois qui est sous-estimé par les investisseurs parce que si la demande interne, si les autorités ne sont plus capables de relancer la machine via la demande interne, eh bien, si jamais la demande externe est amenée à nouveau à souffrir, eh bien là, on peut être face à
une dynamique qui serait bien moins confortable pour l'économie chinoise et donc pour l'économie mondiale. Alors Pierre, j'aimerais qu'on revienne à quelques fragilités évoquées et supposées de l'économie chinoise. Bon, alors tout d'abord, la dette. Oui. Quand on avance cet argument, pour un peu s'inquiéter, on a tout de suite une levée de bouclier et on nous dit mais c'est pas grave, il y a des réserves de change colossales en Chine. Oui, parlons chiffres, 3 000 milliards de dollars. Alors c'est vrai que c'est un argument qui revient mais depuis maintenant très longtemps. Il faut faire attention tout de même. Qu'est-ce que c'est une réserve de change? Une réserve de change, c'est de l'argent détenu par la Banque centrale, mais libellé en quelle monnaie? En monnaie étrangère. Et on pense notamment en fait à la dette américaine. Une partie des réserves de change, une grande partie des réserves de change est détenue à travers des obligations américaines. Alors je veux bien, mais donc ça voudrait dire que faisons le raisonnement, on va faire le déroulé. L'activité chinoise en fait ralentit. Donc les autorités vont vouloir en fait utiliser leurs réserves de change pour relancer la machine, sauf que pour utiliser ces réserves de change, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre ses dettes et elles sont libellées en dollars. En dollars, ça veut dire qu'en fait, vous allez amener à vendre du dollar. Donc, vous faites quoi à travers ça? Vous faites monter votre propre monnaie. Donc, imaginez, en réalité, c'est un trésor de guerre stérile d'une certaine manière. Parce que s'il fallait s'en servir, ça voudrait dire qu'au préalable, en fait, vous allez faire monter votre monnaie. Dans une situation de fragilité, monter sa monnaie, ça veut dire moins de compétitivité. Donc, vous ne relancez pas la machine comme cela. Donc, je dirais, c'est un peu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et concrètement, certes, il existe des réserves de change, mais la capacité des autorités à les mobiliser pour relancer la machine interne nous apparaît assez audacieuse. Alors certains argueront, toujours pour vous apporter la contradiction, que... Il faudra organiser un débat, parce qu'avec les certains, je pense pourrait que être intéressant. Ça sera nécessaire, absolument. Ça sera assez passionnant. C'est que la sensibilité à l'extérieur est moindre aujourd'hui qu'elle n'était. Parce que la Chine est en passe de réussir sa transition vers un modèle tourné vers la consommation domestique et les services. Alors déjà, le poids de la consommation des ménages en Chine dans la richesse créée a certes augmenté, mais reste très inférieur en fait, à ce qu'on constate comme niveau déjà dans les pays, on va dire, standards. On est loin des 2 tiers, 60% du PIB, donc on doit être à 42-43% du PIB aujourd'hui sur la consommation des ménages. C'est le premier point. Donc déjà, attention à la vision déformée. Deuxièmement, un raisonnement par l'absurde. On les aime bien, ceux-ci. C'est-à-dire que si, effectivement, les Chinois étaient si indépendants ou autonomes quant à la création de richesses, pourquoi d'ailleurs les autorités s'activeraient depuis 5 trimestres maintenant en mettant le paquet en termes de politique budgétaire et politique financière pour relancer la machine? Pourquoi? C'est bien une réponse à la tentative de déstabilisation extérieure via la demande externe provoquée par Donald Trump jusque-là. Deuxième point. Troisième point, lorsqu'on nous dit que mais la Chine contribue moins à la croissance mondiale jusque-là, c'est pas très grave parce qu'elle est devenue autonome. C'est quand même sous-estimer le poids qu'elle a sur... En gros, ce n'est pas la Chine et les autres à côté. On est dans une économie qui est très interdépendante. Les Chinois restent dépendants de l'acheteur en dernier recours qui est européen, américain, en gros, qui vit dans des pays riches, en partie. Et la Chine est le moyeu autour duquel s'organise l'activité dans beaucoup de pays périphériques et dans la région. Exactement, mais la Chine elle-même est l'acheteur en dernier recours, ou l'acheteur final, en fait, de quoi? Des matières premières qui servent justement à produire ces biens manufacturés en partie. Et donc, à travers... et dans des proportions qui sont colossales. On parle de plus de la moitié de la consommation de matières premières industrielles au niveau mondial. Un pays, la moitié. Donc vous imaginez bien que si jamais la Chine était amenée à ralentir, eh bien elle consommerait moins de ces matières premières. Et donc qu'est-ce qui se passerait? Les prix de ces matières premières baisseraient. Et donc c'est toute la suite. La Chine est une locomotive de tous les pays producteurs finalement de matières premières. Et c'est toute la suite qui souffrirait parce eux vendent quoi? Cette matière première-là. Et si leur prix baisse, eh bien eux vont être amenés à subir des ralentissements d'activité qui seront conséquents. Donc attention, en fait là aussi... Il ne faut pas se laisser aveugler par exemple par la baisse des importations. Absolument. D'ailleurs qui reste en fait... pour l'instant, je dirais, l'épaisseur du trait, puisqu'on parle de moins 2% sur 2019. On n'a pas eu le grand soir en termes de commerce international. On a eu une baisse de l'évolution des échanges, mais je le répéterai tout de même, ce qu'il faut surtout comprendre à travers en fait, ce mécanisme, c'est quand même le ralentissement du moteur interne. Donc, on a finalement, Donald Trump et les tensions sur le commerce international ont été une forme de bouc émissaire. On s'en est servi en disant que voilà, toute la responsabilité du ralentissement de l'ensemble de l'économie mondiale est associée à cela. C'est là où on met un bémol et on dit attention, c'est probablement pas forcément le cas. Alors, vous rejoignez en la circonstance Patrick Artus, qui lui aussi estime que ce n'est pas le regain de tension entre les États-Unis et la Chine qui est responsable en grande partie de ce ralentissement. Mais lui, il voit plus la main des autorités chinoises. Je reviens tout de même aux relations américano-chinoises. Bon, vous parlez
tentative de déstabilisation, Oui. là, orchestrée pour le coup par Oui, les bien sûr. États-Unis. Est-ce que, dans un contexte électoral où il faut tout de même assurer la bonne orientation des marchés, est-ce qu'on n'est pas tranquille tout de même pour un certain nombre de mois? C'est possible. Alors, deux choses. Déjà, revenons sur cette tentative de déstabilisation. À quoi correspond-elle? Là aussi, on a attribué à Donald Trump cette volonté, en réalité, de tordre le bras des Chinois. C'est mal comprendre la manière dont fonctionnent les États-Unis. Imaginez qu'un homme aussi surprenant soit-il, Et impétueux. d'un point de vue capillaire notamment, mais et impétueux soit-il, en réalité, c'est de ne pas comprendre les États-Unis. Imaginez qu'un seul homme puisse être véritablement le maître de la politique étrangère des États-Unis et probablement, enfin, marque en tout cas une incompréhension fondamentale de la manière dont la première Vous économie voulez mondiale dire que la fonctionne. confrontation avec la Chine, qui s'est révélée au travers de cette guerre commerciale, a été ourdie par sûr. d'autres personnes Bien sûr, que Donald Trump? mais tout à fait officiellement. Lorsque vous regardez l'évolution d'une partie, en tout cas, de l'intelligentsia américaine, vous regardez ce que sortent les grands think tanks influents aux États-Unis. Eh bien, il y a eu un grand virage maintenant qui est orchestré depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus un sujet en fait de première place économique. Le sujet est une question de suprématie internationale, de leadership international et qu'il corrèle à un sujet de sécurité nationale. Et donc le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis se sentent en danger. Et donc tous les Il grands a raison, think tanks le parce que dans sortent. plein de domaines, les Chinois sont en passe de... Bien sûr, et à travers... Je dis sont en passe, mais les ont d'ores et déjà dépassés. Oui, mais il y a un vrai, effectivement, en tout cas tentative naturelle probablement, en fait, de changement de leadership au niveau international. Mais imaginez, là aussi, c'est mal connaître les États-Unis, que les Américains ne feront rien et transmettront le bâton tranquillement pour céder leur première place, bien sûr, au profit de leur compétiteur, leur premier compétiteur aujourd'hui, qui est évidemment la Chine, eh bien, c'est là aussi se méprendre. Et aujourd'hui, il est clair que l'action de politique étrangère des États-Unis, elle consiste en une tentative de déstabilisation pour asseoir sa suprématie internationale et son leadership international. Et à la limite, tant que ça restait dans l'économie, que ça allait, mais quand même, il faudrait quand même soulever un point qui peut-être là aussi n'a pas forcément été relevé. Au mois de septembre, les Chinois ont envoyé à l'ONU en fait leur propre version des droits de l'homme. Parce que ils disent on est pour les droits de l'homme, mais notre histoire et notre culture fait qu'on l'interprète différemment de vous. Il faut faire attention, parce que c'est quand même une forme de tentative de devenir, en tout cas de la part des Chinois, consciente ou inconsciente, probablement consciente quand même, on parle d'un pouvoir qui est réfléchi, qui est stratégique, etc. Quand même une vision longue. tentative, bien sûr, qui est quand même un premier pavé dans la mare dans une forme de tentative pour devenir une puissance normative. Normative, c'est-à-dire d'être une forme... Un prescripteur. D'imposer en fait un certain nombre de normes. Et là, évidemment, comment voulez-vous que les États-Unis le prennent? Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, cette phase de tension, pour nous, n'est pas conjoncturelle. Elle est structurelle. Donc, bien sûr, son déroulement se fera avec 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc il nous faut sommes dans une trêve. Nous sommes dans une trêve, nous sommes dans un pas en arrière. Il faut noter ce pas en arrière, mais attention, il est peu probable en fait que cette séquence-là n'ouvre pas vers une nouvelle séquence de 2 pas en avant qui amènerait tout simplement à une tentative de déstabilisation de la Chine par les États-Unis. Et j'ai envie de dire, s'il ne le faisait pas maintenant, il était effectivement trop tard parce que le témoin, il l'aurait passé sans sourciller dans les années à venir. Et quand on évoque une déstabilisation, on évoque non seulement une déstabilisation économique, mais également politique, puisque le pacte entre les autorités chinoises et le peuple, c'est tout de même... Alors, c'est ce qui nous ouvre dans un monde finalement Vous nous laissez inconnu. le pouvoir contre de la croissance et un enrichissement qui se diffuse un peu partout. Alors, c'est vrai qu'il est... Donc ça, c'est les fondations même en fait, du pouvoir autoritaire en Chine. C'est quoi? C'est un deal implicite entre la population qui accepte finalement la légitimité du pouvoir à partir du moment où celui-ci est en mesure de lui offrir un taux de croissance suffisamment important pour que même celui qui en profite le moins soit, en tout cas, ait l'espoir d'en profiter. Et donc, il y a en fait les enjeux économiques sont très liés en fait aux enjeux politiques. Et c'est vrai que alors, il faut faire attention hein, donc, dans ce qu'on dit. Donc, il y a une forme de faiblesse interne du modèle économique chinois aujourd'hui qui devient avérée puisque les leviers d'antan fonctionnent moins bien. Une forme du coup de fragilité ou de sensibilité en fait aux décisions des autres, puisque du coup la demande externe devient d'autant plus importante pour assurer ces taux de croissance-là. Et donc, le scénario du pire, si jamais les États-Unis tentaient en fait de déstabiliser à nouveau sur le front du commerce international la Chine, eh bien on pourrait s'interroger parce que là, pour le coup, on regarde la faiblesse de la demande interne, on pourrait être amené à connaître une vraie récession en Chine. Et dans ces cas-là, s'ouvre un champ qui est très différent du nôtre. Nous, une récession, c'est une récession. C'est pas bon pour les actifs, c'est pas bon pour l'économique, c'est pas bon pour l'emploi. Mais bon, on s'en relève assez vite d'ailleurs, la plupart du temps. Là, en l'occurrence, ça ouvre un champ nouveau, puisque là, le deal implicite entre population et pouvoir n'est plus respecté. Et quelle est la séquence qui suit? Donc là, pour le coup, il y a un vrai facteur d'incertitude
qui nous amène à penser d'ailleurs que dans les relations qui existeront demain entre les États-Unis et la Chine pour redéfinir finalement les règles du jeu du commerce international, les autorités chinoises conscientes finalement que la main reste plutôt reste aux Américains, probablement feront profil bas et accepteront, alors je dirais pas un gros mot, mais de se soumettre entre guillemets aux exigences des Américains, parce que sinon ça ouvre une séquence politique qui devient inédite. Voilà. Donc là, c'était pour répondre sur le fond. Maintenant, sur la forme et celle du timing, proximité de l'élection américaine amène évidemment à prolonger, je dirais, en fait, la séquence de trêve. Parce qu'il est peu probable, en fait, qu'on aille vers ces deux pas en avant tout de suite, parce que cette forme de déstabilisation, elle desservirait l'économie américaine et donc, bien sûr, la valorisation des marchés. Attention, à une seule condition. Donc, on est d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ces risques. Il faut bien retenir les leçons de l'épisode qu'on vient de connaître depuis 1 an et demi, faiblesse du modèle économique interne en Chine, fragilisation et sensibilité en fait à la demande externe. Donc, pour comprendre quelle sera la séquence d'après et quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'économie chinoise, je dirais la seule chose qui pourrait peut-être faire anticiper cette forme de gonflement de pectoraux, on va dire, des Américains, ça serait en fait une instabilité interne aux États-Unis. Peut-être d'origine politique, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'une procédure d'impeachment qui devient vraiment défavorable donc au pouvoir en place, à Donald Trump, qui amène en fait les démocrates à progresser dans les sondages. Il s'agirait de faire diversion en ouvrant un autre front. Bien sûr, c'est la stratégie traditionnelle dans ces cas-là, si ça va mal en interne, on cherche des boucs émissaires externes qui permettront en fait au pouvoir en place d'assumer, se relégitimer en disant je suis le premier défenseur des Américains. Alors, je résume pour conclure. Donc, la Chine est un point d'attention et de vigilance, à n'en pas douter. Néanmoins, les prochains mois devraient rester un peu dans la même veine que ceux qu'on vient de connaître. Une activité molle, mais pas aujourd'hui en dégradation. Pierre, merci. Merci Vincent.